Et bonjour, merci de nous rejoindre sur TV 78 pour ce deuxième numéro du Club de la Presse. Sur TV 78, la chaîne des Yvelines, émission aussi retransmise sur LFM Radio 95.5. Autour de cette table, Hakima Aya, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de LFM. À vos côtés, Labib Edawidi, bonjour. Bonjour Wilfried. Directeur des gazettes, Gazette en Yvelines, Gazette de Saint-Quentin en Yvelines également. Face à vous, Bernard Delattre. Bonjour Bernard, ancien journaliste à toutes les nouvelles dans les Yvelines pendant une bonne vingtaine d'années. Et puis aujourd'hui, 40 ans, j'en ai oublié la moitié. Et puis également écrivain aujourd'hui et puis engagé sur le plan associatif. Et à vos côtés, Grégory Canalet. Bonjour Grégory. Bonjour Wilfried. Rédacteur en chef adjoint de TV 78. Au sommaire de ce Club de la Presse, mobilisation contre la réforme des retraites. Le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes du projet du gouvernement. La colère ne cesse pas pour autant et elle s'exprime aussi dans les Yvelines. Autre sujet qui a fait l'actualité en ce mois de décembre, le démantèlement d'un camp de réfugiés tibétains à Achères. Plus de 700 personnes logées dans de nombreuses villes du département. Politique avec une tendance claire pour les municipales qui approchent, la multiplication des listes dites sans étiquette à gauche comme à droite. La mode n'est définitivement plus au parti. Nous parlerons aussi des fake news, elles s'immiscent jusque dans l'actualité et dans la presse régionale. Et puis nous verrons quelles sont les personnalités du mois dans le département. À l'honneur notamment le cas Pucine, jeune ventriloque, et Gérard Larcher, président du Sénat. Nous sommes le 20 décembre et nous débutons avec l'actualité du mois. La réforme des retraites inscrite dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron en 2017, engagée véritablement avec un cycle de consultation en 2018, elle s'est concrétisée avec la présentation d'un projet ce mois-ci dans les grandes lignes. Institution d'un régime de retraite universel remplaçant les 42 systèmes existants, mise en relation directe du montant de la retraite avec les cotisations versées, c'est le fameux système à points, ou encore la mise en place de mesures pour améliorer les retraites des plus défavorisés. Seulement le projet est loin de faire l'unanimité auprès des syndicats. Mouvement de grève depuis le 5 décembre. Plusieurs manifestations sur fond également de grogne sociale plus généralisée, avec des manifestations donc sur Paris et puis aussi dans les Yvelines à travers toute la France. On va d'abord faire un état des lieux sur le département, dans le nord du département peut-être, Hakima. Concrètement, il y a eu une démobilisation des manifestations. On sait qu'il y en a eu sur Versailles, il y en a eu aussi sur le nord du département. Absolument, oui, du côté du secteur du Montois, avec plusieurs manifestations, notamment de l'Assemblée de lutte du Montois, avec la participation des différents syndicats. L'ensemble des syndicats soulignait le fait qu'il y avait une espèce de convergence et qu'il était rare que ces syndicats se trouvent côte à côte réunis contre cette réforme de la retraite. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que l'opinion était aussi prisonnière de ça, en dépit d'un taux plutôt favorable au niveau national. Il y a 52% selon le sondage IFOP. Donc oui, une forte mobilisation aussi sur notre secteur. Et puis un ralentissement aussi de la vie économique. Oui, je voudrais faire un parallèle tout de même, parce que Bernard Delattre, vous l'avez rappelé tout à l'heure justement, vous êtes journaliste depuis plus de 40 ans maintenant. Les grèves de 95, vous les avez forcément couvertes aussi. On peut faire un parallèle avec 1995 sur la mobilisation ? Oui, mais le contexte est différent, je pense. Le contexte est totalement différent. Là, on est vraiment dans un cas de figure différent. Et c'est pas simple. Moi, dans la vie associative hier, j'étais avec une dame qui est pour la grève, même si elle est embêtée, parce qu'elle dit qu'elle va perdre de l'argent avec le nouveau système de retraite. On comprend qu'elle se bat. Et d'un autre côté, dans une autre association, j'ai un copain qui devait partir à Noël dans le sud-ouest pour sa fille en train. Il avait acheté le ticket de train et puis le train est supprimé. Donc on lui rembourse son ticket de train, mais il doit prendre sa voiture et puis il est un peu handicapé, donc il est embêté, quoi. Mais il y a un parallèle, une dualité entre cette volonté de soutenir la grève et puis le quotidien des gens, que vous avez pu constater. Si on peut voir, pour ceux qui nous suivent sur TV 78, quelques images, c'était en 1995, la manifestation à l'époque sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, contestation contre la réforme des retraites aussi à l'époque, mais pas seulement. Alain Juppé, Premier ministre, avait aussi prévu une réforme de la sécurité sociale, plusieurs mesures difficiles sur le plan économique pour équilibrer les comptes de l'État. Voilà pour ces quelques images d'archives si vous nous suivez sur TV 78. Grégory, justement, sur TV 78, ces mobilisations, vous l'avez suivi, vous avez reçu plusieurs syndicats. La grogne aujourd'hui est bien installée ?
Elle est bien installée, comme le disait Akima, on avait reçu les syndicats donc unis, il y avait la CGT, Solidaire, FSU et également FO qui étaient venus sur notre plateau pour parler d'une construction commune d'un plan de lutte contre cette réforme des retraites. Nous on a constaté, en tout cas sur le secteur de 50 ans en Yvelines, Versailles et le sud Yvelines, une forte mobilisation notamment sur les 2 premiers jours où il y a eu très peu de trains, des mobilisations également dans les rues de Versailles et une mobilisation qui a été assurée au niveau local, notamment par la CGT cheminot de Versailles, qui a fait des actions vraiment tous les jours, des blocages, notamment des blocages de dépôts de bus, le dépôt Skibus qui dessert l'agglomération saint-quentinoise, le dépôt Phébus qui est sur l'agglomération Versailles-Grand Parc, et aussi à noter qu'il y a eu une coupure d'électricité qui a été opérée dès la deuxième semaine de cette grève, une coupure d'électricité qui a touché notamment l'hôtel de police de Versailles, la préfecture, mais aussi des commerçants. On a eu plusieurs restaurateurs au téléphone qui nous ont fait part le soir même. Voilà, ils n'ont pas pu assurer leur service et donc une perte de chiffre d'affaires sur ce soir-là. Sur le plan économique, quel regard peut-être Labib vous portez, directeur des Gazettes, sur les Yvelines, plan économique? Alors, sur le plan économique, je pense que c'est un peu tôt pour tirer des leçons bien précises ou avoir une vue plus objective. Mais une chose est certaine, c'est que c'est indéniable que c'est une réussite, les 2 manifestations que nous avons et que cette grève qui dure et qui, malgré ce que les médias nationaux, parce que moi je suis frappé par la manière non objective d'un certain nombre de médias nationaux qui prennent position. Ce matin, j'écoutais encore une radio et on parlait d'une coupure de courant dans le sud, dans laquelle il y avait une crèche qui avait été fortement handicapée, une maison de retraite, etc. Mais la réalité, c'est que les manifestants et ceux qui ont coupé la grève ne ciblaient pas la crèche, ne ciblaient pas... Mais ça a une incidence néanmoins oui, mais forcément le message qui est fort, c'est que ce qui est ciblé, en l'occurrence, dans cette zone-là, ce sont les services de l'État, c'est l'économie. Et faire passer à la population, aux auditeurs, qu'en réalité, ceux qui ont été essentiellement touchés, ce sont que des structures. C'est vrai que ça fait pleurer dans le chaumière. C'est vrai que quelque part, ce média prend position contre la grève et donc contre les grévistes et donc contre le mouvement social. Et c'est là où il y a un vrai problème. Je trouve que la presse locale, en l'occurrence, dont nous faisons partie, un certain nombre d'entre nous ici, font un super job. Et c'est pas le cas. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on une émission, vous l'avez compris, d'une heure. C'est très objectif. C'est qu'on est très objectif. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui de ces médias qui sont au service de multinationales et qui ont pris position et qui décident de retourner une partie de la population, voire l'ensemble de la population, contre la grève. Je trouve que c'est pas très pro et c'est pas très déontologique. Mais néanmoins, est-ce qu'il faut en parler ou pas des incidences que ça peut avoir sur les crèches, par exemple? Vous devez traiter l'information dans l'équilibre. Vous avez effectivement, il faut le dire, qu'il y a eu des problèmes dans les crèches, qu'il y a eu des problèmes dans les maisons de retraite, mais en parallèle, expliquer aussi que la cible des grévistes, c'est pas ces institutions. La crèche et la maison de retraite. La cible de ces grévistes était peut-être des services de l'État, peut-être des grandes usines, peut-être peut-être, et en l'occurrence sur cette région-là, c'était plutôt Amazon qui était ciblé. Donc voilà, je trouve qu'il y a un déséquilibre de l'information qui est scandaleux. Ouais, c'est vrai, la règle des journalistes, c'est vraiment des 2 éclairages, 3 éclairages sur un fait, des contradictoires, et croiser les infos. Mais c'est pas le cas aujourd'hui dans un certain nombre de médias nationaux qui vraiment prennent position contre la grève, c'est pas acceptable. Quand vous dites que la presse de proximité est plus proche des gens, donc elle est moins manipulée, je pense. Vous parlez tout à l'heure de la mobilisation. Moi, je n'ai jamais vu une mobilisation aussi importante sur une grève à Mantes ou à Poissy. Enfin, sur Versailles également, depuis ces 10-15 dernières années, il n'y avait jamais eu autant de monde. Il y a eu des cortèges personnes dans les rues de Versailles jeudi. C'est impressionnant et je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vu pour un mouvement social une mobilisation aussi importante. Mais plus que de rendre compte des différentes mobilisations, je pense aussi que notre rôle en tant que média local, c'est de donner de l'information pratique. Effectivement, il y a des perturbations sur les transports. Nous, on le voit à la gare de Saint-Quentin en Yvelines où c'est la ligne N, la ligne U et le RERC qui passent. Et c'est vrai que depuis le début du mouvement, il y a très peu de trains qui passent et c'est aussi les usagers qui sont impactés. Donc nous, on est aussi là pour donner de l'information pratique, voilà, équilibrée et aussi donner ces informations aux usagers. On parlait tout à l'heure des fake news, mais quelque part, ce mode d'information... C'est de l'information biaisée.
Eh ouais, mais c'est Ouais. pas très loin de la fake news. Il faut rendre compte aussi de ceux qui sont actifs, solidaires, et de ceux qui subissent la grève, ou en tout cas qui en comprennent pas forcément tous les enjeux. Effectivement, je vous rejoins du côté des usagers. On peut dire que la mobilité n'est pas nécessairement le point fort de notre territoire, surtout sur notre secteur. On peut dire qu'au bout de 16 jours, quoi qu'il en soit, on peut dire objectivement que cette grève a achevé les usagers quand même. Il y a une fatigue accumulée, on peut le dire sans trop prendre parti là-dessus. Évidemment. Vous l'accorderez. Non, évidemment, c'est Kima, incontestable. justement, vous avez rencontré quelques usagers. Oui. Si on peut peut-être les entendre. On fait pas d'omelette Ah sans oui, précédent. absolument. On a cherché aussi, on s'est intéressé aussi à ceux qui ne faisaient pas grève, parce qu'il y en a quelques-uns, et on leur a posé tout simplement la question pourquoi vous ne faites pas grève? C'était à Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce que t'en penses? Chaque jour, une question d'actu posée aux auditeurs de LFM. Je suis enseignant, moi, donc je vais être un des rares à pas faire grève demain. Je fais pas grève parce que, en fait, je considère que l'idée de la retraite, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est plutôt pas une mauvaise idée, à partir du moment où on revalorise les salaires. Je suis podologue. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent qui rentre, tout simplement. Non, en fait, je suis en itinérance et puis je fais un boulot qui s'apparente à pas le journée soigneur. Donc, je m'occupe des chevaux. Donc, je ne peux pas faire grève. Est-ce que vous pensez que l'opinion, à un moment, va se retourner? Si pendant la trêve des confiseurs, il n'y a pas de trêve, justement. En tout cas, ce qu'on a pu entendre sur ce micro-trottoir, c'est on ne fait pas grève, mais beaucoup parce qu'on va perdre de l'argent, on ne peut pas se permettre. C'est la raison principale, c'est oui, je ne peux pas me permettre, il faut que je paye. Il faut avoir les moyens de sa politique, même quand on est gréviste. Voilà, pour la faire simple. Oui, mais en même temps, il y a quand même un fort soutien. Et puis les non-grévistes sont extrêmement solidaires des grévistes. Après, on a une réforme qui est quand même qui est une réforme très importante, mais en même temps qui part avec un handicap très fort. Enfin, elle est très mal préparée. Le type qui la porte est obligé de démissionner. C'est peut-être là le principal handicap, c'est plutôt la démission de démissionner. Enfin, C'est juste inconcevable même qu'on puisse ne pas suffisamment avoir enquêté de part du secrétariat général de l'Élysée pour pouvoir le mettre à ce poste-là. Et puis ensuite, moi j'écoutais encore hier le secrétaire d'État qui l'a remplacé, qui nous explique qu'il y a un logiciel qui est mis, mais en même temps il dit pas fiable. Enfin, permettez-moi de vous dire que on a toutes les conditions dans ce dossier pour que ça continue, pour que ça dure et pour surtout que le gouvernement recule, parce que l'opinion, naturellement, elle constate que c'est pas bien préparé, que le porteur n'est pas le bon, que celui qui suit ne maîtrise pas, et que même les logiciels que l'État a mis en place ne sont pas fiables. Et c'est de la bouche du secrétaire d'État hier soir que j'écoutais dans un des journaux de 20h. En tout cas, du côté de la rédaction de LFM, effectivement, on n'a pas rencontré lors des différents micro-trottoirs qu'on a pu faire d'hostilité, pour être clair, vis-à-vis des ce qui était souvent grévistes. demandé, et on va peut-être écouter un autre micro-trottoir qu'on a réalisé sur 50 ans en Yvelines, ce qui était souvent demandé, c'est une petite pause. Voilà, juste le temps de faire la fête en famille un petit peu, mais derrière, il y avait plutôt un soutien. On écoute ce micro-trottoir justement tourné à 50 ans en Yvelines. Je suis pas à fond vu que je vais en cours et je bloque pas le pays. Mais en soi, ça me dérange pas de plus parce que j'ai la voiture. Et il faut que le président réponde à ça. Plus ou moins, oui. Enfin, d'un point de vue pour mon futur, oui. Mais actuellement, ça m'a beaucoup embêté pour venir en cours, justement. Je soutiens la grève. Pourquoi? Parce que leur réforme ne nous convient pas, donc oui, je soutiens la grève. Pas du tout. Ah, pas du tout? Non. Pourquoi? Parce que les gens ne réfléchissent pas. Donc on dirait, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien. Moi, je suis retraitée, donc je peux parler maintenant, je suis retraitée. Mais j'ai l'impression que on n'a pas les finances, on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire le difficile. Sinon, après, on va vers la retraite à capitalisation. Je ne la soutiens plus. D'accord. Voilà. Pourquoi alors ça a changé? Parce que la grève qu'il y a maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les déterminants initiaux. Les déterminants initiaux, manifestation contre cette réforme des retraites, et puis il y a aussi cette grogne sociale. On va voir, forcément, vous allez le suivre dans vos différentes rédactions, comment ça va évoluer au cours des prochaines semaines, peut-être en janvier, encore des fortes mobilisations, nous le verrons, et vous serez informés, bien sûr, dans vos différents médias. On passe au reste de l'actualité, les autres sujets qui ont fait l'actualité en ce mois de décembre.
Le club de la presse qui se poursuit avec Hakima Aya, rédactrice en chef de LFM, Bernard Delattre, ancien journaliste à toutes les nouvelles, aujourd'hui écrivain et puis engagé sur le plan associatif, Labib Daoudi, directeur des Gazettes, Gazette Saint-Quentin, Gazette en Yvelines, et puis Grégory Canalé, rédacteur en chef de TV 78. Parlons à présent des réfugiés dans le département avec ce camp à HR de personnes originaires du Tibet, un camp démantelé et une population répartie aux quatre coins du département des Yvelines. Reportage sur l'arrivée justement d'une partie d'entre eux à Villepreux. Ils sont repartis depuis, on va y revenir. L'arrivée, c'était le 3 décembre, sujet de TV 78. Leur bus les a déposés aux alentours de 14h au gymnase Alain Mimoun de Villepreux. Ce mardi 3 décembre, 91 réfugiés tibétains sont arrivés dans la commune en provenance d'un campement de fortune situé à HR, un site évacué par la préfecture un peu plus tôt dans la matinée. Maintenant, je me sens mieux parce que nous n'avions pas de maison. La nuit, il faisait vraiment très froid. On est très contents, on est très satisfaits. On remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la victoire en fait, parce que c'est une victoire quand même pour nous. À leur arrivée, les réfugiés ont été accueillis avec un thé chaud et des biscuits par une vingtaine d'habitants de la commune venus bénévolement. Un élan de solidarité qui a commencé via un service de messagerie instantanée dimanche dernier. Beaucoup de Villepreuxiens se sont mobilisés. Actuellement, on est à peu près 70 qui ont souhaité venir en aide sur la logistique, les repas, la convivialité, éventuellement les inviter chez nous de temps en temps. Pendant la durée de leur séjour dans la commune, certaines activités associatives de la ville ont dû être déplacées sur d'autres sites. La première des choses, c'est qu'en tant que maire, on a une crainte très égoïste. On se dit, mais comment je vais faire pour que la ville continue de fonctionner ? Il y a une très forte collaboration de l'ensemble des associations qui étaient impactées, tout simplement pour se mettre en phase, qui va aller où, parce que c'est vrai qu'on perd quand même une salle majeure. Donc il fallait qu'on replace les associations dans la ville. Les réfugiés devraient rester jusqu'au 5 janvier dans la commune. Ils seront de nouveau déplacés dans une autre ville après cette date. Grégory, cette arrivée à Villepreux, c'est plutôt bien passé, c'est ce que vous avez pu constater? Ça s'est bien déroulé. Alors contrairement à ce qui a été dit dans le sujet, c'est vrai que cet accueil était prévu jusqu'au 5 janvier. Ils sont partis finalement le jeudi 12 décembre. Donc environ 91 réfugiés qui ont été accueillis à Villepreux. Ça s'est plutôt bien déroulé. Le maire de Villepreux, Stéphane Mirambol, disait il y a une réorganisation qui a été quand même nécessaire, des activités qui ont été transférées dans d'autres structures de la ville. Mais le Téléthon, par exemple, a pu être maintenu au complexe sportif Alain Mimoun. Il y a eu quelques ajustements et surtout ce qu'on a pu constater sur place, c'est qu'il y a une grande solidarité en tout cas qui s'est mise en place, alors via l'association ACR qui était chargée de cet accueil des réfugiés tibétains, mais aussi d'autres associations. Nous on a reçu en plateau l'association Mali les Mounou, alors qui est une association plaisiroise d'une commune environnante, mais qui très vite, dès cette information de l'accueil des réfugiés tibétains à Villepreux, a voulu mettre sa pierre à l'édifice et aider à l'accueil des réfugiés. Et il y a aussi de fonds aussi. Une collecte de fonds qui a été opérée notamment par le biais d'un stage de kung-fu qui s'est déroulé dimanche dernier sur la commune, qui a été organisé par l'association Prefight, qui a organisé ce stage en présence d'un maître kung-fu reconnu et qui a récolté des fonds et ont reversé ces fonds à l'association ACR. Alors, par contre, le problème de fond, c'est l'accueil des réfugiés. Parce que là, ils étaient donc sur HR. D'ailleurs, si vous nous suivez sur TV78, les images derrière nous sont celles du camp de HR. Depuis, ils sont partis. Ils ont même encore changé de lieu. Ils sont repartis sur Mantes-la-Ville, les réfugiés de Villepreux, dans d'autres structures. Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment les accueillir, comment faire. Vous les voyez partir sur vos territoires, revenir, la Bible peut-être? Non, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas laisser des camps comme où il y a des centaines de personnes dans un état c'est indigne d'une république. C'est oui, on a du mal à croire, parce que là, on voit quelques photos, mais on a du mal à croire qu'on se trouve en France quand on voit les conditions d'accueil et de quotidien pour ces réfugiés. Il se trouve que j'ai été les voir et c'est juste inadmissible. Alors après, c'est un peu... après, vous avez comment les dispatcher, entre guillemets. Il faut savoir que c'est la préfecture de région qui décide. C'est pas la préfecture des Yvelines. Or, les acteurs, la préfecture des Yvelines a un regard plus juste sur l'équilibrage, d'envoyer certains ici, certains... La préfecture de région a tendance à dire « Bon, on va les envoyer à Mantes-la-Jolie, on va les envoyer à Trappes, on va les envoyer au Muron. » Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut plutôt que ce soit la préfecture des Yvelines qui soit en charge et qui elle-même dispatche en fonction
des possibilités, entre guillemets. Ça ne sert à rien de rajouter de la misère à la misère, ça ne sert à rien de rajouter des gens à Trappes, ça ne sert à rien de rajouter des gens qui sont déjà dans la difficulté à Mantes-la-Jolie. Ça me fait un peu penser un peu aux logements sociaux. C'est que tout le monde considère qu'il faut des logements sociaux, donc tout le monde est d'accord que c'est une situation inacceptable, mais personne n'en veut chez eux. C'est exactement pareil sur les logements sociaux. On dit, oui, il faut des logements sociaux parce que pour nos enfants, etc. Mais surtout pas à côté de chez nous. Et c'est la même chose sur les réfugiés. En l'occurrence, là, c'est les Tibétains. On se retrouve sur une certaine guillotisation. On les regroupe dans des ghettos. On réquisitionne des hôtels aussi qui sont peu utilisés. Et ça se renouvelle, parce que c'est pas la première fois. Je crois qu'il y avait un campement aussi qui avait été démantelé à Conflans-Sainte-Honorine. C'est une actualité qui revient souvent aussi sur la table. Et puis de Paris aussi, renvoyés dans les Yvelines, souvent au port de la Chapelle et autres, les réfugiés, les migrants que l'on retrouve dans les Yvelines. Vous avez raison de dire que c'est une actualité qui revient régulièrement sur la table. Effectivement, on a reçu à plusieurs reprises la Ligue des droits de l'homme qui nous expliquait aussi la complexité du processus et notamment pour avoir le statut de demandeur de droit d'asile, ça met environ 6 mois. Donc du coup, effectivement, il y a ce ballottage des réfugiés. Ça a toujours été une réalité dans le département, Bernard Delattre? Oui, j'ai une amie qui s'occupe d'un réfugié des Syrie, là. Mais c'est très compliqué, ça fait 3 ans qu'elle se bat pour avoir les papiers, c'est un parcours du combattant, il faut passer un temps fou, il manque toujours une pièce. Et elle fait de l'alphabétisation à la MJC de Rambouillet. Et ce jeune, c'est vraiment, il a sa famille là-bas, tout. Mais pour le projet des Tibétains, moi je pense que c'est le moment de donner aussi l'impérialisme de la Chine. Hein. Mao, en 1950, a annexé le Tibet. Pourquoi? Parce que c'était le château d'eau de tous les grands fleuves chinois. Ils veulent reconstituer l'empire. Et on peut parler presque de génocide culturel vis-à-vis du peuple tibétain. Ils avaient leur culture qui est ce qu'il est, mais qui est respectable. Le Dalai Lama est obligé d'émigrer en Inde. C'est quand même scandaleux. Vous voyez ce qui se passe à Hong Kong aussi. Pékin veut imposer, les Hongkongais étaient habitués à, ancienne colonie britannique, étaient habitués à avoir un peu un système occidental avec liberté dans l'enseignement, l'éducation, et Pékin veut leur imposer son système. Et vous avez vu comme ils se battent, les jeunes, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre leur liberté. Vous avez vu le régime de Pékin, tout le monde est photographié, on vous suit, vous avez un permis à point à vie, il n'y a plus de liberté, quoi. Et c'est quand même scandaleux que la Chine, comme ça, annexe le Tibet, Hong Kong, après ça va être Taïwan. Enfin, et à cela, pour compléter un peu la politique de la Chine, à cela, vous pouvez rajouter les 30 millions de musulmans qui sont aujourd'hui parqués dans des camps de concentration. Qui sont considérés comme sous-citoyens, c'est pas normal. Évidemment. Ça, c'est le système chinois. Évidemment. Et qu'aujourd'hui, on accueille l'ensemble des dirigeants chinois avec le tapis rouge. Encore une fois, une aberration. L'arrivée de réfugiés, de migrants aussi. Il y a 10-20 ans, il y avait autant de migrations. Vous l'avez constaté. Dans le département, c'était déjà une réalité, cet accueil? Il y en avait moins, je pense qu'il y en avait moins. Il y a toujours eu des... Mais là, bon, vous avez vu les gens qui sont prêts à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, quand on sait que le SMIC est à 50 € au Cameroun, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'aide sociale, pas d'aide médicale, on comprend que les gens... la France, c'est l'Eldorado. Le comparatif n'est pas forcément le bon, puisqu'on est sur 2 mondes totalement différents. On a un Moyen-Orient qui est totalement explosé. On a la problématique environnementale et le réchauffement climatique. On a le Maghreb et le monde arabe qui est complètement de la même manière explosé. Donc oui, on va subir dans les années à venir et encore plus la pression migratoire. Le jeune dont je vous parlais, en fait, c'est l'Afghan. Il était menacé de mort par les talibans, tout ça, quoi. Voilà, donc on comprend qu'ils risquent leur vie pour venir. Mais par contre, pour revenir sur les problématiques du coup, locales qui sont entraînées, on peut aussi évoquer un manque de communication parfois de cette préfecture de région, parce que c'est très difficile de savoir ce qui va advenir de ces migrants, où ils vont être installés, même pour communiquer pour nous, pour informer sur dans quelle situation ça va se faire, dans quel contexte, comment ça se passe, quelles sont les structures réquisitionnées. C'est comme les municipalités qui le découvrent le matin même qu'il y a un quart de migrants qui va venir arriver s'installer chez eux, et on a les mêmes problématiques. L'accueil s'est passé bon gré, mal gré. Le départ de Villepreux, il n'y a pas eu d'informations spécifiques sur le départ. Du maire Front National et donc d'extrême droite de Mantes-la-Ville. C'est assez simple. Nous, on a eu un communiqué de presse qui nous informait qu'effectivement le campement d'Achères allait être démantelé. On savait qu'il y avait 10 sites dans les Yvelines qui étaient réquisitionnés pour accueillir ces réfugiés. On ne savait ni les lieux de ces sites, ni la date à laquelle allaient être accueillis ces réfugiés. Et
même le jour même de leur arrivée, notre journaliste qui était sur place, une arrivée qui était prévue le matin, et finalement ils ne sont arrivés que l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a eu très peu d'informations, très peu de transparence. Et l'association en charge de tout ça n'avait pas spécialement le droit de communiquer, renvoyé vers la préfecture qui, elle, ne souhaitait pas communiquer. Voilà, donc c'était très difficile de savoir. Après, sur place, ça s'est négocié, notre journaliste avait pu tourner. Pourquoi ça peut s'expliquer? Mais ça permet aussi d'informer la population et de rassurer aussi, parce que chacun dit je le veux pas chez moi, mais si déjà il y avait un peu plus de transparence. On est dans un contexte qui est hostile. C'est-à-dire qu'aller dire au maire de Mantes-la-Ville, on va vous envoyer, on va installer une centaine de réfugiés tibétains à Mantes-la-Ville, mais enfin, ça va le rendre fou furieux. Et il est capable d'organiser une contre-manifestation ou une manifestation contre l'arrivée des Tibétains. Et je pense que c'est ni approprié, ni le moment. Et les services de la préfecture, ce que je peux parfaitement comprendre, ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas lieu ce type d'événement. Cyril Naud qui a réagi via son compte Twitter, le maire de Mantes-la-Ville, pour une fois qu'il réagit à quelque chose, avec un communiqué dans lequel il déclarait cette décision tant sur la forme que sur le fond sera contestée par toute voie de recours possible. Donc, formidable, c'est quand même le maire qui, sur les 3 dernières années, n'a jamais réuni son conseil municipal avec le quorum. Enfin, la trêve des confiseurs, la Bible. Juste faites la trêve avec le maire de Mantes-la-Ville, qui n'est pas là pour vous répondre. Le maire d'Achères, lui, on a pensé quoi? Alors, le maire d'Achères, effectivement, on n'a pas pu joindre Cyril Naud, puisque le service communication nous a indiqué que le maire de Mantes-la-Ville n'ajouterait rien suite à son tweet. Mais par contre, le maire d'Achères rappelait, quant à lui, le contexte de vie, ou plutôt de survie, de ces réfugiés à l'antenne de LFM, et surtout les raisons pour lesquelles ils ont dû être évacués d'urgence et dans ces conditions. On écoute le maire d'Achères. Pour des questions de dignité, parce que bon, il y avait plus de 600 personnes qui campaient sous des tentes en bord de Fouet de Saint-Germain, dans le froid, sous la pluie, sans hygiène, à part 3 robinets qu'on avait mis, nous, la mairie d'Achères. Des conditions inacceptables pour laisser des gens dans cette situation-là bien longtemps. La préfecture qui a réquisitionné des bâtiments libres et qui soient suivis par une association, soit ACR ou la Croix-Rouge. Et après, ils vont être regroupés par 50-60 pour aller en province. Et on fait un recensement des bâtiments disponibles qui étaient susceptibles d'accueillir des Tibétains, 50 ou 100 ou 200 pendant la ville. En fait, ils sont répartis sur 5-6 sites différents. Voilà pour cette actualité concernant les réfugiés tibétains notamment, donc avec ce camp démantelé du côté de Achères ce mois-ci et les Tibétains répartis à travers le département. Autre sujet pour ce 2e numéro du Club de la presse, les fake news. L'expression a été popularisée par le président américain qui aime l'utiliser à tort et à travers. Elle est surtout révélatrice du mauvais côté des réseaux sociaux, du trop-plein d'informations quelquefois, du mélange dangereux aussi entre la communication et l'information. J'insiste sur cette différence-là. Les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines ont lancé un cycle d'intervention autour du sujet. La programmation a été retrouvée sur leur site imediathek.sky.fr. La première a eu lieu le 28 novembre dernier. Reportage avant de parler des fake news en plateau. Les fake news, qui signifient fausses informations, sont entrées dans notre langage courant. Pour lutter contre la désinformation, une conférence était organisée à la médiathèque du Canal sur le thème du climat. On n'a pas un journal télé sans des chiffres qui sont produits ou qui sont contestés par la suite. Donc ça nous a semblé intéressant pour une médiathèque de traiter ces sujets-là. Pierre-Hippolyte Sanlis a animé cette conférence et fait partie de l'association Fake Off, première association de journalistes à s'engager contre la désinformation de masse. Avec 30 journalistes, ils se sont regroupés suite aux attentats de Charlie Hebdo. On a vu un peu toutes les théories complotistes ou de désinformation un peu qui sont sorties, donc ça a été un peu violent et là on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. La défiance médiatique a été abordée avec les 50 participants avec Tchernobyl, l'incendie Lubrizol et de Rouen. Ils ont aiguisé leur esprit critique. Ils sont revenus également sur Greta Thunberg, la lanceuse d'alerte. Le journaliste a alerté le public sur l'importance de vérifier les sources, un premier pas pour lutter contre la désinformation. Ce qui m'a vraiment intéressé et que je ne connaissais pas, c'est la recherche inverse sur Google d'une information. On a une photo, on clique sur Google en inverse et il nous dit cette photo a le date de telle époque. Se rapprocher de l'essentiel, c'est le message du journaliste lors de cette conférence. La prochaine aura lieu le jeudi 16 janvier à 19h à la médiathèque du Canal.
Quelle approche avez-vous les uns des autres dans vos médias de ces fake news? Alors la règle de base d'un journaliste, c'est de vérifier cette information 2-3 fois avant de la publier. C'est la règle de base. Je me tourne vers Bernard Delattre. Notre rédacteur en chef, il nous est toujours vérifié. Si vous attaquez, il faut avoir la preuve sur la table. On a été éduqués comme ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ouais, voilà. Même si les rédacteurs en chef tapent des fois du poing sur la table, voilà, mais c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Mais c'est la faute aussi à la demande des auditeurs, des téléspectateurs. Il faut aller vite, il faut avoir l'information. C'est l'information en continu. Votre approche les uns des autres des fake news, est-ce que vous y êtes confronté en presse locale? Non, pas plus que ça, puisque on a une proximité avec les faits qui fait que on peut commettre des erreurs, mais jamais des fake news. Donc en presse locale, c'est pas un souci. Là où il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet, puisqu'il faut se le dire aussi, vous avez des États, notamment la Russie, mais pas seulement la Russie, qui développent des fake news pour influencer des populations d'autres pays. On l'a vu sur l'élection américaine de Donald Trump. Les fake news ont fortement contribué à l'élection de Donald Trump. Donc oui, sur un niveau national, voire international, oui, les fake news ont une vraie puissance. Sur du local, très peu. C'est vrai qu'il y a la proximité. Je pense qu'il y a aussi moins d'immédiateté en local. On a des journaux télévisés tous les jours, mais on n'est pas dans l'information en continu comme sur certains médias nationaux, des chaînes, voilà, pour pas les citer, BFM, CNews. Il y a le temps de la vérification, tout à fait. Même si sur certains événements, moi je pense aux attentats du 13 novembre. Alors j'étais pas encore arrivé à TV78, mais des informations sur les réseaux sociaux. Je me rappelle d'une information, une fake news qui avait circulé sur le péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines, où on avait parlé d'une voiture avec un commando armé à bord qui avait débarqué. Et après vérification, en fait, donc il y a des médias yvelinois qui avaient partagé cette information. Et après vérification, en fait, il s'avérait que c'était juste une voiture qui avait dévié de sa trajectoire au dernier moment au péage de Saint-Arnoux. Et ça avait un simple tweet, voilà, a des conséquences derrière. Un tweet d'un journaliste qui était parti d'un journaliste, alors pas yvelinois, mais un journaliste de presse nationale qui avait effectivement semé le trouble. Voilà. Mais c'est ça que là, c'est encore la proximité. Quand on écrit sur des choses qui se passent à quelques kilomètres, on fait attention. Parce qu'on sait que les gens vont venir rouspéter. Donc on va les croiser. Effectivement, le retour de bâton est immédiat. On peut dire ce qu'on veut. Le gouvernement de Pékin, il ne viendra pas demander à rectifier. Et puis la perte de crédibilité est immédiate. Aussi, oui, c'est ça, ouais, les gens, ouais. Je voulais dire aussi maintenant, il y a les deep news, c'est-à-dire avec les vidéos. Par exemple, Poutine, on va reprendre Poutine et on lui fait dire n'importe quoi. Maintenant, on est confronté à ça, c'est tellement bien fait. La technique va tellement loin qu'on modifie aujourd'hui les images, on est possible. On n'est pas sûr que c'est lui, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, il y a une certaine éducation du public qui se fait aussi. Il y a de plus en plus de demandes de vérification de cette information, même sur les sujets les plus anodins. Je voudrais revenir sur ce sujet parce qu'il a concerné indirectement le département, même directement le département des Yvelines. L'exemple, on en revient aux grèves, de ce salarié qui parcourt tous les matins, tous les jours, 30 km à pied. On le voit sur ces images. Alain Fontenot qui fait le trajet entre La Verrière et Paris, 30 km. On l'a traité, notamment Grégory nous l'a traité. On l'a rencontré au moment du décès d'Agnès Varda, parce qu'il était apparu dans le documentaire d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Alors pour vous donner le fond de cette histoire, BFM a consacré un reportage à cette personne. Le journal 20 minutes nous a contacté en faisant une recherche parce qu'il voulait vérifier si l'information était vraie, est-ce qu'il faisait vraiment 30 km. Comme nous avions déjà réalisé un reportage, nous avons mis en relation et donc il y a eu tout un fact-checking et même un autre journal national encore a refait un fact-checking du fact-checking. Donc les médias en sont à se vérifier leurs informations les uns entre les autres. C'est voilà, un petit clin d'œil sur cette histoire-là. Et puis tout de même, il y a cette information des fake news qui est prise assez au sérieux. Le CSA qui a confié qui avec cette nouvelle loi anti-fake news a décidé de mettre en place depuis fin 2018 veiller l'application des règles imposées aux plateformes en ligne notamment. Voilà, le CSA qui impose des règles plus dures, plus strictes et qui veut que les journalistes s'attellent. Il y a même des commissions qui vont surveiller ce que nous faisons les uns et les autres. Alors voilà. si on a le temps, juste un mot du côté de LFM Radio sur les ateliers radio, parce que là l'éducation aux médias et la responsabilité qu'on a en tant que média est doublée. On a mené une petite expérience. Vous organisez des ateliers radio, effectivement. Absolument, et donc où un item éducation aux médias est intégré. Alors on leur a soumis des fake news, les fake news les plus populaires sur un échantillon de 10 jeunes. Si ça vous intéresse, on leur a soumis des
fake pour voir s'ils y adhéraient ou pas. Et les vaccins sont mauvais pour la santé, par exemple, ça a remporté 20% d'adhésion. Donc même chez les jeunes, vous voyez, c'est déjà très installé. Le 11 septembre est un complot organisé par les USA. Attention, c'est 50% sur un échantillon de 10 jeunes. Et attention, bonus, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, 70%. Donc, autant vous dire qu'il y a du travail. Oui, il y a du travail. C'est assez inquiétant en fait. Du rôle des médias, mais je pense effectivement qu'il y a aussi un enjeu fort sur l'éducation qu'on peut avoir sur les fake news, parce que des fois, des fake news qui circulent, on se demande comment elles peuvent circuler. Et juste avec quelques réflexes, quelques vérifications, on peut trouver tout de suite qu'il s'agit d'une fake news. Donc, je pense qu'il y a un enjeu fort sur l'éducation. Pour conclure ce tour... Et l'éducation à la maison oui, aussi, on fait partie, mais voilà. Pour conclure ce tour d'horizon des actualités du mois, parlons aussi des municipales. Vous allez le constater dans les prochaines semaines, multiplication des listes sans étiquette, citoyennes, participatives. Elles ont toujours existé, ces candidats qui ne se réclament d'aucun parti. Seulement cette fois-ci, même ceux qui font partie d'un parti politique préfèrent la cacher, cette étiquette. Un mouchoir dessus, on oublie. Au niveau national, on ne peut pas dire par exemple qu'Anne Hidalgo mette en avant beaucoup son label Parti Socialiste. Et pourtant, on pourrait aussi citer le vice-président du Rassemblement National. Wilfried, juste une précision là-dessus, elle n'est pas encore candidate. Officiellement, elle n'est pas encore candidate, mais on la voit quand même assez souvent. Elle n'est pas candidate à l'heure où on l'enregistre. L'autre exemple que je voulais donner va vous plaire, le vice-président du Rassemblement National qui, lui, dit mener une liste apolitique sur Perpignan. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est face à une évolution de la politique ou plutôt d'une volonté quelquefois de dissimulation un peu de son étiquette ? Allez, la Bible, forcément, voilà, je sais que le sujet va vous intéresser. Non, mais enfin, c'est un peu logique, enfin, il n'y a plus de droite, enfin, la gauche a été explosée, quoiqu'elle est en train de se reconstruire, la droite, elle est en phase d'explosion réelle, ce qui fait que, en réalité, les maires vont sur leur propre personne, et sur l'élection prochaine, on s'en fout des étiquettes. Les gens ne voteront pas en fonction d'une étiquette, ils voteront en fonction d'un homme ou d'une femme. Et en l'occurrence, ils ont tout intérêt à ne pas mettre une étiquette, parce que ça repousse aujourd'hui une étiquette. C'est pour ça, il y a quelques semaines, tout le monde se battait pour avoir l'investiture En Marche. Aujourd'hui, plus personne ne se bat pour l'avoir. On veut des fois des soutiens, mais pas plus. Et quelquefois, même lorsque l'investiture ou le soutien arrive, les candidats disent non, mais moi j'ai rien demandé, j'en veux pas, c'est gentil, ils me soutiennent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura une très forte prime au sortant, puisque les gens vont surtout se référer au maire en place ou la maire en place. Oui, il y a une volonté de décoller les étiquettes et puis de la stratégie aussi, il faut le dire. L'objectif, c'est de rassembler large. Les étiquettes, face à la déliquescence des partis, on a plutôt tendance à capitaliser, comme vous dites, autour. Il y a de la stratégie. Est-ce que vous ne soupçonnez pas quelques candidats peut-être de vouloir avancer, masquer Si votre allusion elle est faite sur le maire Front National de Mantes-la-Ville, je crois que le problème est réglé. Ceci dit, de nombreuses têtes de liste, que ce soit des républicains de la gauche ou autres, génération ou autres de gauche, ne souhaitent vraiment pas la mettre, cette étiquette en avant. Et on est confronté à ce problème-là, notamment quand on les reçoit en plateau. On se doit, en tant que journaliste, tout de même d'informer et de dire aux futurs électeurs pour qui ils vont voter. Mais les candidats préfèrent dire non, moi c'est plutôt divers droite, divers gauche, voire je suis sans divers centre. Voire quelquefois fait divers tout court. Mais ça, c'est un processus qui s'est mis en place, je dirais, depuis les élections présidentielles de 2017, ou même avant ce temps des municipales. Nous, on a eu des appels en rédaction, vous le savez, de maires qui ne souhaitaient plus qu'on attribue une étiquette socialiste, les républicains, et qui préféraient avoir une étiquette plutôt divers gauche, divers droite. Et pour compliquer un petit peu cette règle-là, normalement, les préfectures, au moment du dépôt des listes, sont censées aussi donner des tendances, divers droite, divers gauche, sauf que visiblement, pour les communes de moins de 9000 habitants, cela reste à valider, mais ce ne sera plus le cas. Maintenant, le préfet ne mettra plus d'étiquette. Sans étiquette. Ce sera sans étiquette pour tout le monde. C'est plus compliqué, malgré tout, ça reste plus compliqué. Je pense que l'électeur a tout de même besoin de savoir un peu la tendance, même si c'est sur la personne. Voilà. Je veux dire, on revient un peu le politique, étymologiquement, c'est gestion de la ville. On revient donc à la base, c'est gérer la ville. Et moi, j'ai des exemples de communes. Si le maire est de gauche, mais qui travaille bien et qu'il est là, même des gens de droite vont voter pour lui et vice-versa.
si un maire de droite fait un bon boulot, qu'il n'augmente pas trop les impôts, des gens de gauche vont voter pour lui parce que c'est un bon maire, on sait qu'il est là. Et puis le maire reste la personnalité politique préférée à chaque fois des citoyens. Je pense qu'il y a deux phénomènes plus que ces maires qui veulent se détacher des étiquettes politiques, des élus en général. Je pense qu'aussi il y a une volonté des habitants, dans un deuxième temps, de s'engager politiquement. Il y a deux réalités, effectivement. Et on voit fleurir ces démarches citoyennes avec des gens impliqués dans l'associatif local, dans les commerces locaux qui se lancent, qui n'ont pas eu de mandat d'élu dans des conseils municipaux et qui se lancent dans cette bataille des municipales. Oui, mais en même temps, si on regarde bien, vous n'avez pas autant de listes que ça. Partout dans toutes les villes, en tout cas ce qui s'annonce aujourd'hui, pour l'instant, on aura moins de listes. Il y en aura moins. On aura moins de listes. Globalement, largement moins de listes candidates sur les communes. C'est vrai qu'aujourd'hui, semble, en tout cas, il faudra attendre 28 février, date de dépôt des listes, pour le vérifier, mais en préfecture, mais c'est vrai que c'est la conséquence logique du fait qu'il n'y ait plus de partis. C'est-à-dire que c'est des individus qui portent des listes et du coup c'est plus compliqué, mais c'est pas surprenant. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que c'est absolument pas surprenant dans le contexte politique national qu'on ait les conséquences de peu de listes en local, et puis en même temps ça fait en même temps, je vais finir par l'adopter. En même temps, oui. Et en même temps, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Et une difficulté en plus sur ces étiquettes, effectivement, sur ces listes citoyennes, c'est le cas. Pas de volonté de mettre en avant forcément une tête de liste, de mettre en avant plusieurs personnes, puisque c'est le projet de plusieurs personnes. C'est ça. Ouais, tout à fait. On referme cette parenthèse dédiée à l'actualité du mois. On passe aux personnalités du mois à présent dans le Club de la Presse. Le Club de la Presse sur TV78, LFM également, les personnalités yvelinoises du mois, alors de manière tout à fait subjective, bien évidemment. Pour vous, Bernard Delattre, il s'agit de Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président du Sénat et sénateur sur le secteur de Rambouillet. Oui, donc Gérard Larcher vient de sortir un livre qui s'appelle Contre-pouvoir, face à M. Macron. Donc Larcher, c'est quand même un personnage... C'est autorisé. Non, mais il y a des choses intéressantes. Vous voulez parler de Mantes-la-Ville? Non, franchement, j'étais journaliste pendant plus de 40 ans. Au niveau politique, j'ai beaucoup de respect pour M. Larcher parce que c'est un bosseur, quoi. C'est un gars, il fait du terrain, et c'est sa force, quoi. Il bosse. Regardez comment il a pris le Sénat. Il a battu 2 fois Raffarin, Paradet devant les télés et tout. Lui, il faisait du terrain. Il a fait le tour de la France dans toutes les communes. Et qui a gagné? M. Larcher, 2 fois, il a battu Raffarin. Et à Rambouillet, tout le monde... Dans la primaire à droite. Hein, Mais tout le monde le connaît. Il se balade dans la rue de Gaulle de Rambouillet. Alors, il connaît tout le monde par les noms pratiquement. Alors, le fils, ça va. C'est juste, il vous invite pas à boire un pot, quoi. Donc, c'est quand même... C'est la personnalité politique qui défend le plus les maires, justement. Ouais, c'est son ça, créneau. Il défend la réalité toujours. Voilà. Il y a d'une petite ville de Normandie. Et donc, il est vétérinaire. Il a été entraîneur de l'équipe de France d'équitation en 1976, quand ils étaient champions olympiques. Il est vétérinaire, il sort de la fac de Lyon, comme une grande école de vétérinaire. Et c'est un gars qui est vraiment du terrain, un gars de la campagne. Au collège, il était en internat, donc il a été pilier de rugby. C'est un gars qui a le sens du sport, du travail d'équipe. Et il mouille le maillot, quoi. C'est lui qui incarne l'opposition aujourd'hui, le plus, au niveau national. Alors nous, on était à la, on était à la séance de dédicace à la médiathèque de Rambouillet. Effectivement, il y a eu du monde, on comprend clairement ses positions. Alors déjà, il y a un constat qui ressort dans cet ouvrage. Je sens que mon pays ne va pas bien. Donc là, c'est la phrase qui pose un petit peu le cadre. Et alors, on lui a posé la question de ses relations avec Emmanuel Macron et on lui a surtout demandé de commenter l'approche politique d'Emmanuel Macron. Il a répondu sans équivoque: la verticalité mène à l'impasse. Voilà, donc du coup, pour répondre à votre question sur l'opposition, voilà. Je veux dire, quand il était ministre du Travail pendant 2-3 ans, et c'est là où il y a eu les meilleurs résultats. Le chômage a baissé, il n'y a pas eu de grande grève. Et là, dans les gens qui disent des hommages de Gérard Larcher, il y a Laurent Berger, secrétaire général de la SFDT, qui dit quand même c'est facile de dialoguer avec Gérard Larcher et de le joindre en cas de besoin. Vous êtes aussi en campagne, Bernard, pour savoir. Bernard, le porte-parole de Gérard Larcher. Non, mais... C'est la personnalité de l'année. Il est numéro 2 de la France. Mettons que M. Macron ait un pépin de santé. C'est le président du Sénat qui prendra le relais. Et tout de suite, il recevrait les syndicats. Et il y a eu le congrès national de Force ouvrière à Rambouillet, tout s'est bien passé. Il est très respecté par les syndicalistes parce qu'il respecte les syndicats, il les consulte, il les écoute longuement.
vraiment, et ça change pas mal la donne. Et c'est un gars de terrain qui a le sens du peuple, un peu comme De Gaulle. De Gaulle avait vu le sacrifice du peuple français dans les tranchées, le paysan, l'ouvrier, les salariés de base qui sont prêts à défendre le pays. Et Larcher, il a le même ce respect du peuple. Pour lui, chaque Français est important. On ne vous arrête plus. Je n'ose pas vous arrêter, je n'y arrive pas. Contrairement à certains technocrates de haut niveau qui déconsidèrent le jour du peuple, Monsieur Larcher a le sens du peuple, et ça, c'est pour ça qu'il est élu. Brièvement, après on va quitter la politique. Il est numéro 2 de l'État, il n'est pas du parti du président, donc il a une position législative qui lui impose quelque part d'être le premier opposant. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui ressort de Gérard Larcher, mais globalement, de cette ancienne génération d'hommes de droite, qui sont des hommes de terrain, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Les gens de droite, mais globalement, sont surtout des gens de droite plateau télé, alors que des Gérard Larcher, des Jacques Chirac, en son temps, étaient l'image. Ce sont des gens proches du terrain, des gens qui disent bonjour à tout le monde, qui connaissent absolument leur territoire et les habitants de ce territoire sur le bout des doigts. Et ça, on ne l'a plus. Ils connaissent surtout les Fowler, les followers, en tout cas, son département des Yvelines, nous, pour TV78, c'est vrai qu'ils seront assez disponibles pour des interviews. On quitte la politique. Il est très attaché à ce département. Je souris déjà pour la personnalité du mois en ce qui concerne TV78. La sélection, le Capucine n'a rien à voir. C'est une ventriloque. Elle est accompagnée d'Eliott, son dragon grenouille. Vous allez voir les images. Elle vient du Chénet-Rocancourt. C'est notre personnalité. Et elle a gagné l'émission d'M6. La France a un incroyable talent. Et ceci dit, très sérieusement, c'est assez rare d'avoir des femmes ventriloques. On en regarde un petit extrait. Et tu sais quoi ? Quoi ? J'ai une nouvelle passion. Ah ouais ? J'ai même un nouveau talent, sa mère. Il est trop stylé. C'est quoi ? Le beatbox. C'est quoi ça ? Le beatbox. Montre. Regarde, c'est la classe incarnée ce truc, je te jure, regarde. Même la Bible est bluffée. Vous avez vu ? Ah, c'est pas mal, c'est vraiment bien fait. Voilà, elle a gagné. La France a un incroyable talent sur M6. Elle a découvert son don à 14 ans. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Et je peux vous dire que pour tenter de réaliser un reportage avec elle, c'est assez compliqué parce qu'elle est en tournée à travers toute la France depuis sa victoire et son passage sur l'émission d'M6. Votre personnalité à présent, Akima, François Marnat. Absolument, François Marnat, mais il est plus connu dans le monde de la danse sous le nom de Francois. C'est un jeune homme originaire du quartier du Val-Fouré. Il a 28 ans et il a remporté le titre de champion du monde 2019 de House Dance. Il a été d'ailleurs honoré ce mois-ci par la ville de Mantes-la-Jolie pour ses victoires, puisque c'est la deuxième. Il avait déjà remporté le Juste Debout, et puis aussi pour son engagement auprès des jeunes à travers son association Start to Step. C'est notre personnalité du mois pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un ambassadeur des cultures urbaines et de la culture hip-hop, une culture qui est très présente sur les ondes de LFM Radio. Et c'est aussi et surtout un exemple de réussite, et bénéficie de l'image de grands frères par tous, et même au-delà du monde de la danse. D'ailleurs, on l'écoute. Que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la ville, que ce soit même à l'étranger, enfin, c'est là qu'on réalise qu'on a quand même fait un exploit. Jusqu'aujourd'hui, je pensais même pas aller jusqu'au bout. C'est un parcours du combattant, vraiment. On était entre 450 et 500 participants pour au final en garder qu'un. Donc se dire que c'est soi-même, alors qu'on a les précurseurs de cette danse qui participent aussi, des Japonais, des Américains. Et finir premier, honnêtement, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a du mal à réaliser au début. François Marnat, que nous avions reçu notamment sur TV78, c'est votre personnalité pour LFM, mais nous l'avions reçu, et effectivement cette aura de grand frère, personnage très sympathique, il avait dégagé aussi sur notre plateau. Et ce mois-ci, 5e édition du Mairie Crissement qui co-organise aussi, d'où la personnalité du mois sur le mois de décembre. Vous y serez peut-être, la Bible, vous habitez des amateurs de danse. Pas trop hip-hop. Le guépard blanc, c'est votre personnalité, la Bible, pour les gazettes. Timothée Adolphe, qui est un jeune, un parcours qui est un non-voyant d'ailleurs, un parcours très atypique puisqu'il a commencé, il est natif de Versailles, il a voulu faire du basket, c'était pas possible, il a essayé le judo, mais le club de Guyancourt n'a pas mis les moyens pour qu'il puisse pratiquer ce sport, et s'est tourné vers l'athlétisme, et il est vice-champion du monde du 100 mètres, champion du monde du 400 mètres, avec un temps quand même extrêmement intéressant sur le 100 mètres, puisqu'on est sur 11 secondes 0,9. Et ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Et puis c'est aussi mettre de la lumière sur l'handisport qui, ça touche énormément de gens dans notre société.
Et je pense que il va à Tokyo l'année prochaine, mais je pense qu'on ne met pas suffisamment en lumière ces athlètes-là qui ont, de vous à moi, qui sont encore bien plus performants que les athlètes valides. Parce que eux partent avec un handicap lourd et ils font des temps qui sont extrêmement forts. Quelquefois rivalisent avec les athlètes valides aussi, quelquefois. Et on espère qu'il y aura un coup de projecteur qui sera donné avec les Jeux Olympiques en France en 2024, puisque notamment on est sur le territoire yvelinois qui accueillera. Voilà, le territoire yvelinois accueille plusieurs épreuves pour 2024 et pour les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux paralympique. Et Timothée Adolphe qui fait de la musique aussi. Il rappe, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, on l'invitera peut-être sur LFM pour découvrir cet univers-là. Bientôt à la une sur les différentes éditions de la Gazette, de LFM, de TV78. C'est notre dernière séquence. Bientôt la fin de ce club de la presse diffusé sur TV78, sur LFM. Participation également ce mois-ci de la Gazette et puis d'un auteur, ancien journaliste à toutes les nouvelles pendant de nombreuses années, Bernard Delattre. Grégory sur TV78, à l'honneur. À l'honneur prochainement, donc c'est une actualité qui va arriver en janvier, c'est le lancement officiel de l'université Paris-Saclay, cette méga université qui va regrouper à terme 60 000 étudiants, 10 000 enseignants-chercheurs, qui nous concerne directement puisqu'elle est sur le plateau de Saclay, qui est un territoire tout proche, mais aussi parce que l'université Versailles 50 ans en Yvelines va d'abord occuper cette université dans un statut d'université membre, avant de fusionner totalement en 2025. Alors l'objectif de cette université, c'est de concurrencer les grands standards mondiaux, de progresser dans les classements internationaux. Il y aura aussi un intérêt à suivre cette actualité. Il sera intéressant de voir comment va se comporter l'université face à un autre groupe d'écoles qui s'est monté aussi sur le plateau de Saclay autour de l'école polytechnique qui rassemble notamment HEC, le ENSTA, Paris Tech. Et il sera intéressant de voir comment va se comporter la grosse université Paris-Saclay avec ce pôle. Est-ce qu'on sera dans une stratégie de collaboration ou de concurrence pure et dure. Ça sera intéressant de le voir. L'université de Versailles-Saint-Quentin qui rejoint Paris-Saclay, mais il ne faut pas oublier que l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est présente sur l'intégralité du département des Yvelines. On ne peut pas faire plus exploser comme université. Aux quatre coins du département, on retrouve des entités. Donc bientôt, ce sera une seule et même université, Paris-Saclay. Akima, je me tourne vers vous pour découvrir le sujet qui sera bientôt à la une, début 2020 pour LFM. On parlera d'aide à l'enfance et aussi de lutte contre la maltraitance infantile à l'aune des 30 ans de la Convention internationale des enfants. On fera un focus sur les moyens mis en place sur le territoire pour la protection des enfants dans le cadre de la refonte de la politique d'aide à l'enfance du territoire. Ça sera un dossier à retrouver début 2020. Et pour les gazettes, la Bib. Alors, sur la Gazette de Saint-Quentin, on va parler de la piscine qui va ouvrir en 2020 à Morpa, qui est un partenariat entre la ville d'Elancourt 2022. 2020, début du chantier. Ne donnez pas de faux espoirs aux habitants qui attendent depuis des années cette piscine. Mais qui est passé aux deux conseils municipaux de Morpa et d'Elancourt mardi dernier. Sur la Gazette en Yvelines. En fait, je ne sais pas si vous recevez, vous, le fil des infos sur le département, mais globalement, il y a énormément de femmes battues, d'hommes qui sont mis arrêtés, etc., pour des faits de violence envers les femmes. Et on va faire un gros dossier parce que ça nous a un peu frappé sur le sujet. C'est quasiment tous les jours deux, trois sujets qui nous arrivent par le fil fait divers. D'une façon générale, et ça... Oui, dans les faits divers, on le constate, alors là on change complètement de sujet, mais effectivement dans les faits divers, en montée générale de la violence liée à différents mouvements de contestation aussi qui sont exprimés. On peut reparler des gilets jaunes, on parle de la manifestation, des mobilisations actuelles, mais effectivement cette grogne et colère se traduit aussi en violence. Puis le mois dernier, nous parlons aussi de ce qui est survenu du côté de Chanteloup, les violences aussi dans certaines des communes. Voilà. Et puis on arrive à proximité de la Saint-Sylvestre, donc évidemment qu'on va avoir des retombées sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite, petite question annexe. C'est toujours la grande question qui se pose aussi dans les médias sur le traitement de la Saint-Sylvestre et des éventuels débordements. Est-ce que vous communiquez, vous donnez les chiffres, vous informez sur les chiffres dans vos rédactions respectives ? Parce qu'il y a toujours ce jeu on ne donne pas les chiffres, on ne préfère pas les donner parce que ça serait rentrer dans le jeu justement entre les quartiers, celui qui aura brûlé le plus de voitures, pour faire simple. Nous, on ne le fait pas, tout simple, parce que quand on rentre là, ça devient un jeu. Oui, et qu'on nous impose d'être partenaire de ce jeu à travers une information, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là et du coup, on ne communique pas sur le chiffre.
que ce soit sur les Les gazettes. marronniers que je faisais souvent à la Saint-Sylvestre, c'est ceux qui travaillent à la Saint-Sylvestre. Voilà. Toute la nuit, alors on faisait le boulanger, les restaurants, l'hôpital. Et puis aussi, on faisait le premier bébé de l'année et le dernier bébé, quoi. Et puis les services d'urgence aussi, qui sont très actifs forcément durant et puis, ces il y a la question aussi de l'équilibre, si on est quand même dans une période d'avant-fête un petit peu particulière. Je pense que tous les rédacteurs en chef doivent se poser la même question, à savoir, bon, là on a quand même une actualité qui est très dure, violente. Enfin, quand on rassemble tout, à un moment on a toujours les marronniers, et puis le côté un petit peu fun, l'économie qui tourne, la foire, le marché. Là, c'est beaucoup moins le cas, parce que déjà l'économie est au ralenti, les transports sont Alors si on ajoute en plus toute la violence qui s'ajoute, ça finit par avoir des être éditions assez anxiogènes, et oui. c'est vrai que la question se pose et s'est posée en toute transparence. Donc je comprends votre Capucine. Voilà, un petit sourire de temps en temps. Je valide le Capucine très Après fort. l'archer, fallait le faire quand même. Vous voyez, j'ai peur de rien, aucune transition ne me résiste. Pour terminer cette édition du Club de la Presse, j'aimerais vous montrer les unes aussi de toutes les nouvelles pour cette fin d'année. Pour l'édition de Versailles-Saint-Quentin, retour sur les 26 caméras piétons distribuées aux pompiers du département pour endiguer les phénomènes de violence. Voilà, on y revient encore une fois. Et pour l'édition Rambouillet-Chevreuse, d'autres caméras à l'honneur avec un focus sur le dispositif de vidéoprotection. Voilà, on y est aussi sur ces problématiques-là qui sont réelles et qui peuvent inquiéter forcément les différents concitoyens. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce numéro du Club de la Presse dans les Yvelines. Akimaya pour LFM Radio, Bernard Delattre, ancien journaliste toutes les nouvelles, Habib Daoudi, directeur des Gazettes, et puis Grégory Canalet aussi, rédacteur en chef adjoint de TV 78. On se retrouve, j'ai dit adjoint cette fois-ci. La question s'est posée tout à l'heure. Non, Grégory, je n'ai pas de cadeau à vous faire pour la fin d'année. Je serai bien là à la rentrée aussi. Merci à vous quatre et très bonne fête, bien sûr. On se retrouve au mois de janvier. Merci encore.